Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Nos 2 centimes, ici Sophie. Aujourd'hui on parle de être amis dans les moments difficiles. C'était une conversation qu'on trouvait importante d'avoir dans cette saison sur l'amitié parce que la vie est compliquée et on a plein de moments dans nos vies où c'est difficile pour plein de raisons différentes. On trouvait que c'était important d'échanger autour de ce sujet. Donc avec Elsa, on discute de tout ce que ça implique d'être amis dans les moments difficiles, les choses à faire ou à éviter. Et je pense que c'est important que cet épisode il sorte juste avant les fêtes de fin d'année parce que les fêtes de fin d'année, c'est une période où c'est facile de louper le fait que c'est une source de grande souffrance. Parce que pendant les fêtes de fin d'année, on voit les gens qui nous manquent, on fait le bilan de l'année, on voit les rêves qui se sont pas passés ou les choses difficiles qui sont arrivées qu'on n'avait pas prévues. Et donc on a plus que tout besoin d'amis et de familles qui nous entourent et qui prennent soin de nous. Le souhait derrière cet épisode, c'est qu'on puisse savoir comment conseiller nos amis quand nous on va pas bien et aussi pouvoir être présent auprès de nos amis qui ne vont pas bien. Alors je vous souhaite un bon épisode et une bonne écoute. Elsa, bonsoir. Bonsoir Sophie. Nous sommes actuellement dans la chambre que nous aimons le moins dans la maison de nos grands-parents. Puisque nous sommes cousines, nous nous voyons en vrai pour enregistrer cet épisode et c'est chouette. Ouais. On va parler de ce sujet aujourd'hui qui est un peu difficile. Parce que on discute de comment est-ce qu'on peut être amis dans les moments difficiles de la vie. Et on a tous des moments dans la vie où soit la vie nous passe au rouleau compresseur, on peut connaître la maladie, le deuil, la perte du travail, être paumé dans ses études, être des ruptures amicales ou amoureuses, des difficultés familiales, enfin bref, la vie trouve La vie nous son les chemin donne. pour être brutale. Et donc on a tous des moments difficiles dans nos vies et nos amis traversent aussi forcément des moments difficiles à un moment ou pendant des longs moments. Donc on va discuter de ça aujourd'hui, mais avant, je vous invite, si vous connaissez pas Elsa, à aller écouter les épisodes qu'on a fait au printemps 2022, comme ça vous saurez qui c'est. Mais Elsa, est-ce que tu pourrais expliquer c'est quoi un ami pour toi? Alors pour moi, un ami, c'est quelqu'un avec qui je suis en relation déjà premièrement, et que ça soit en relation régulière ou pas régulière, enfin ou moins régulière, il n'y a pas vraiment de règle, mais quelqu'un avec qui je sais que quand je me retrouve, je vais partager des moments fun, que je vais pouvoir partager une certaine vulnérabilité ou peut-être un certain degré différent, et quelqu'un avec qui je vais laisser voir quand même une partie de moi, ça sera pas forcément, tous mes amis ne me connaissent pas à 100% et je suis pas moi-même à 100% avec tous mes amis, mais c'est quand même quelqu'un à qui je laisse voir une partie de moi, et que c'est quand même réciproque. Ouais. T'espères de tes amis qu'ils peuvent être toi-même avec toi aussi, quoi. Ok. Trop bien. Mais c'est intéressant cette définition parce que dans les moments difficiles, je pense qu'on est particulièrement vulnérable. Ouais. Et c'est pas forcément les parties de nous-mêmes qu'on a plus envie de montrer, la manière dont on réagit à la souffrance de la vie. Ouais. Du coup, c'est intéressant d'entendre ta définition pour parler de ça. Ok. Je vais donner ta définition. Moi, pour moi, un ami, j'y réfléchissais. À cause de cette saison sur l'amitié, notamment, je pense que j'ai donné cette définition que un ami, c'est quelqu'un que j'inviterais à mon anniversaire si j'avais de l'argent pour acheter une grande salle et que mon anniversaire durait suffisamment longtemps pour que je puisse parler en un à un avec tout le monde. Donc voilà, ce que je dirais à un ami, c'est ça. Et donc c'est en gros un ami, c'est presque quelqu'un que j'ai envie de voir et avec qui je peux faire des projets ou que je peux organiser des trucs pour se voir. Mais après j'ai aussi des amis proches où là je donne plus de vulnérabilité, c'est eux que j'appelle quand je suis en situation de crise. Voilà, donc mais j'ai un grand cercle d'amis, je pense. Oh, il y a beaucoup de gens que je considère comme des amis. Que peut-être eux ne me considèrent pas comme une amie, mais comme une connaissance. Je rajouterais peut-être une nuance. Peut-être que c'est pas... Mais il y a aussi la notion... Enfin, dans mes amitiés, j'ai aussi un peu la notion de redevabilité. Et de savoir que... Donc déjà, c'est réciproque. Et que, donc, à mon ami, je lui dois l'honnêteté, je lui dois
je lui dois d'être vraie, et un ami avec qui je sais qu'on a cette relation de partager les moments difficiles, partager mes défis, partager tout ce que je traverse. C'est un ami auquel je suis redevable de savoir, d'être honnête avec lui et de lui donner l'avancement de ses challenges. Et que c'est aussi réciproque. Ouais. Parce que donc, si c'est que dans un sens, en fait, c'est de l'assistanat et c'est pas sain. Mais un ami, qui je suis redevable, il l'est aussi envers moi. Et c'est une relation, constructive. Ouais. Très bien. Ouais. Et une relation constructive et qui se construit. Ouais, ok. Trop bien. La question, pour rentrer dans le vif du sujet de les situations difficiles dans nos vies, c'est quoi les choses importantes à prendre en compte quand nos amis traversent des périodes difficiles? D'ailleurs, si jamais tu peux commencer. Je peux commencer si tu veux. Alors, moi, j'ai 2 choses. La première chose, j'avais vu un post Instagram il y a 2 ans, genre, qu'une amie avait reposté. Ça parle encore de cercles. C'est pas les cercles de la vulnérabilité, mais c'est les cercles, en gros, t'as plusieurs cercles les uns dans les autres. Le premier cercle, c'est les gens qui sont directement impactés par la crise ou la situation difficile. Typiquement, c'est la personne qui est malade, ou c'est la personne qui vient de perdre quelqu'un, ou la personne qui vient de perdre son travail. Enfin, elle est dans le cercle. Et puis après, les cercles successifs, c'est les gens qui sont impactés, enfin genre les cercles les plus proches, c'est les gens qui sont impactés le plus par la situation de la personne, et les cercles les plus loin, ceux qui sont le moins impactés. Donc typiquement, ça peut être la famille proche, les amis proches, enfin voilà, et on s'éloigne de plus en plus. Et une des choses à prendre en compte, c'est que quand tu accompagnes quelqu'un qui vit un moment difficile, tu peux prendre soin des gens du cercle de l'intérieur, et si t'as besoin qu'on prenne soin de toi parce que en fait il y a des situations tellement difficiles d'accompagner quelqu'un dans un deuil ou dans des maladies, tout ça, t'as besoin qu'on prenne soin de toi, et toi c'est les gens des cercles de l'extérieur qui vont pouvoir prendre soin de toi. Et donc quand tu cherches, en gros quand tu regardes une situation, tu dis ok, moi je suis dans quel cercle et c'est à qui que je peux aller demander de l'aide. Donc ouais, c'est intéressant ça, parce que des fois ça s'entend peut-être dans une situation difficile, si un de tes amis est malade ou quelque chose comme ça, de pouvoir dire à ton ami que t'es aussi affecté par sa maladie, mais tu dois pas attendre de ton ami qu'il prenne soin de toi alors que lui-même est impacté par la maladie. Moi j'ai trouvé que ça m'aidait beaucoup à réfléchir, et même à dire bah il y a des gens dans ma vie, ils veulent que je prenne soin d'eux, mais c'est pas moi. Ouais, et c'est pas genre moi je suis dans les cercles plus proches de la crise que eux. Donc en fait, c'est pas à moi de prendre soin d'eux. Ils peuvent trouver d'autres gens. Ouais. Et ça permet aussi, tu peux aussi te retrouver dans des situations assez culpabilisantes, te dire je souffre là actuellement parce que je suis dans le premier cercle, mais en fait je fais souffrir aussi mes amis. Et si tes amis ils viennent directement vers toi pour leur souffrance, en fait ça rajoute un poids. Alors tu peux très bien, comme tu disais, faire savoir et dire ouais moi je suis aussi impactée, t'es malade, c'est pas cool, certes, mais ça, le fait qu'il y ait d'autres personnes qui viennent aider, ça permet d'alléger le poids pour la personne qui, et la culpabilité qui peut arriver. Donc ça c'est la première chose que je voulais dire par rapport aux différents cercles. J'espère que ça peut nous aider à réfléchir où est-ce qu'on en est, et est-ce qu'il y a des gens qui prennent soin de nous. Aussi de la culpabilité, d'enlever la culpabilité, de dire ouais je souffre à cause de la maladie de la personne qui est dans, ou du deuil, ou je sais pas, ça fait souffrir aussi les gens dans les autres cercles en fait. C'est normal, c'est les effets de la souffrance. Tout le monde en prend pour son grade. Mais je trouve ça intéressant. Et l'autre chose, c'est que discuter aujourd'hui de l'empathie. Et l'empathie, c'est se mettre à la place de la personne. Mais en fait, il y a des moments où la vie, si tu te mets à la place de la personne, tu réagirais pas du tout pareil, parce que t'as pas la même histoire, t'es pas la même personne. Et donc la chose qui fait souffrir ton ami ne te ferait pas souffrir de la même manière. Et ça, c'est intéressant de voir les limites de l'empathie, et de se dire en fait je peux me mettre à sa place, et c'est super, hein, je dis pas, mais je dois me mettre à sa place en tant que la personne et pas en tant que moi-même. Et je dois essayer de comprendre son point de vue sur sa souffrance et sa situation. Mais si je peux rebondir sur le concept d'empathie, je discutais récemment aussi sur ça, et en fait si on est chrétien et qu'on regarde à la Bible, il n'y a pas l'empathie, il y a la compassion.
Et c'est une notion différente parce que l'empathie, c'est je ressens ce que l'autre ressent, point. Alors que la compassion, c'est je pleure avec toi, mais après je tourne les yeux vers Dieu, quoi. Et je cherche des solutions et je suis dans l'action. Dieu, il a pleuré quand Lazare est mort, tu vois, mais parce qu'il était en compassion de voir ces gens pleurer pour cette mort, mais il a agi. Alors que l'empathie, c'est quand même vachement stagnant. Et notre monde parle beaucoup d'empathie. Enfin, des trucs comme ça. Et donc, je pense que dans nos amitiés, il faut aussi être plein de compassion, pleurer avec la personne et vraiment être là avec elle, mais pas s'arrêter là et pas juste dire je ressens ce que tu ressens. Et c'est vraiment déjà très bien d'être là avec elle et de pleurer, mais que si on est chrétien, d'encourager à tourner les regards vers Dieu, d'aller dans la prière avec cette personne et de chercher avec elle des solutions. Après, j'ai envie d'inclure les amis de Job dans la Bible, dans la conversation. C'est un livre vieux, et donc ça raconte l'histoire de Job, qui avait une vie prospère, une grande famille et tout, et qui s'est fait tout prendre, tout maraver, il a perdu la santé, ses enfants sont morts, il a perdu son bétail, sa femme s'est barrée et tout ça, et il y a ses amis qui débarquent, et on se moque beaucoup des amis de Job, parce qu'ils disent beaucoup de bêtises dans le livre de Job. Mais au début, les amis de Job, ils arrivent. Donc Job, il est genre, il a presque plus d'habits, enfin il est habillé en habit de deuil, il est assis par terre, et ils arrivent et ils restent en silence 7 jours et 7 nuits. Et moi, ça m'interpelle de ouf. Est-ce que t'es capable face... Et franchement, Job, il a cumulé toutes les situations difficiles. En l'espace de quelques jours, il a tout perdu, quoi. Et donc, 7 jours et 7 nuits, ils sont restés en silence, et ils ont pleuré, sans chercher à trouver des solutions. Et sans chercher à intervenir, à faire du simplisme. Ouais. Et après, mais moi, tu vois, je vois de la compassion bien sûr, plus que de l'empathie. Ouais. Mais le problème était à partir du moment où ils ont essayé de trouver des solutions. Non, mais c'est parce que tu à parlais partir du moment où ils ont ouvert la bouche. Et donc moi ça m'interpelle beaucoup de dire est-ce que en fait pourquoi est-ce que c'est difficile de rester en silence pendant 7 jours et 7 nuits avec un ami qui traverse quelque chose de très difficile. Pourquoi est-ce que c'est difficile de pas trouver des solutions? Parce que l'orgueil, on aime bien être un peu des sauveurs. Hein. Alors que des fois, les gens ont juste besoin d'écoute. Hein. Là, en plus, c'était même pas de l'écoute qu'ils lui ont donné. Hein. Parce qu'il a pas parlé, Job, c'était du silence. Mais ouais, je pense qu'on aime bien savoir qu'on y a été pour quelque chose quand l'autre va mieux, quoi. Ouais. Et ouais, moi, j'étais là dans les moments difficiles. Hein. C'était galère, hein. C'était chaud, hein. bien écouté, hein. T'étais pas frais, hein. Et je disais, je t'ai donné des conseils. Il y a pas que ça, hein. Je pense qu'il y a vraiment pas que ça. Mais il y a un peu d'envie. Ouais. Mais il y a aussi peut-être la peur que le silence est inutile. C'est pas fructueux pour encourager l'autre. Ouais. Ce qui est, peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux. Mais en fait, je crois que les gens ont au-delà de nos réponses. Je pense qu'on a plus besoin d'être avec quelqu'un pendant la souffrance, quoi. Ouais, moi c'est ce que... Ouais. Je pense que, quand quelqu'un est dans la souffrance, il faut pas... en tant qu'ami, il faut essayer que ça soit pas la seule raison de votre amitié, quoi. Que ça soit pas la seule raison pour laquelle vous voyez. Que ce soit pas la seule raison que tu sais que ton ami il va pas bien. Que ce soit pas la seule raison pour laquelle tu l'appelles. Qu'il y ait des excuses pour faire d'autres choses, pour se voir, pour pas centrer l'amitié dessus. Et même s'il y a des saisons où au final c'est vraiment de ça qu'on parle et que c'est normal parce que la personne va pas bien, mais d'essayer de décentrer parce que un ami ça sert aussi à s'occuper l'esprit, quoi. Ouais. C'est intéressant. Est-ce que en même temps, il y a des saisons où moi je vois des amis qui vont pas bien et je vais faire l'effort de les appeler plus, même si c'est pas mon style naturel, et je vais faire l'effort de prendre plus de leurs nouvelles parce qu'ils ont besoin là d'être qu'on reste assis 7 jours et 7 nuits avec eux. Mais c'est vrai que je vais pas, je suis leur amie, je suis pas leur thérapeute ou leur psy, quoi. Parce que si à chaque fois que tu
appelle cet ami là, même si tu sais qu'il est en train de travailler, de passer une période vraiment dure de deuil, et qu'à chaque fois que tu lui demandes, par exemple, si c'est une rupture amoureuse, que c'est la première chose que tu demandes, ou si à chaque fois tu demandes, tu l'as pas recontacté, ou des trucs comme ça. Enfin, ouais. Je pense qu'on est aussi là, en tant qu'amis, pour être de bons divertissements. Bah, est-ce que tu penses pas que ça c'est une question de personnalité? Je pense que c'est une question de personnalité. Mais si, divertissement, de divertir les pensées. Oui, pas voilà. Non, pas forcément aller faire wouhou du parachute. Du parachute, mais enfin, de voir, de penser à autre chose, quoi. Si c'est ce que la personne a besoin. Et d'être totalement ouvert, d'être totalement là lorsque on voit vraiment que la personne, ou même d'aller chercher. Des fois, il y a des amis qui ont besoin qu'on creuse pour qu'ils déballent leur sac. Mais en fait, c'est l'équilibre, quoi. Ouais. Parce que je me souviens avoir eu des discussions avec des gens qui allaient pas bien, où on parle pendant 2 heures, et en fait, c'est juste mais tu sais, où en fait, tu passes en boucle sur des trucs, et c'est plus constructif. Juste, tu tronches la tête. Et ben ça, par exemple, ça, je pense que on peut tous avoir tendance à le faire, d'être à fond centré sur le truc qui nous est arrivé de plus ou moins cool, et vouloir en parler avec des gens. Moi, ça m'est arrivé cet été, j'ai vécu une expérience assez difficile, et j'en ai parlé à tout le monde pendant 3 semaines. Et là, j'en reparle encore un peu avec des gens, et en fait, je sentais bien que les gens, ça les saulait, mais moi, j'avais besoin d'extérioriser, mais c'est comme si ça suffisait pas. Mais parce que t'attendais une réponse particulière de l'autre? Non, mais même quand l'autre avait la réponse, il y a des gens qui ont eu des réponses que j'attendais et d'autres que je supportais pas. Mais dans tout ça, c'est comme si je sentais que j'étais un puits sans fond sur cette histoire, et que je devais moi-même mettre un fond à mon puits. Et que moi-même, genre, le puits pouvait vraiment durer très longtemps, et je pouvais continuer en fait d'être dans ça. Et après, j'ai pris des mesures pour fermer mon puits par le bas. Je pense que, mais il y a personne, je pense que j'aurais pas pu entendre si quelqu'un m'avait dit, bon, Sophie, cette histoire, c'est bon, quoi. On a assez entendu parler, et je sentais que les gens, ça les saoulait un peu. Parce que c'était vraiment intense. Mais je pense pas que j'aurais apprécié que quelqu'un me dise, ouais, ça te dit, on arrête d'en parler, on passe à autre chose. Ouais. Non, mais c'est sûr. Après, c'est un mood, quoi. Est-ce que t'es c'est une humeur, Je pensais, j'avais un ami qui passait par un moment difficile aussi, lié à une expérience. Et à chaque fois qu'on en parlait, on se voyait, on en parlait et tout. Et je savais qu'en fait, il en parlait beaucoup aussi à d'autres gens autour. Et que, en fait, son pasteur lui avait dit, mais ça te fait mal quand t'en parles. Quand il repense. Et tu racontes tout ça. Oui. Bah alors, pourquoi t'en parles autant? Moi, je pense que tu devrais choisir 2-3 personnes auxquelles tu en parles, mais les autres gens, ça te remue pour rien, ils ont pas forcément de quoi te répondre, t'apporter. Tu choisis 2-3 personnes avec qui justement tu t'autorises cette vulnérabilité, qui vont pouvoir être constructifs, et avec qui il va y avoir une redevabilité, et ça s'arrête là. C'est intéressant. C'est vrai. C'est vrai que je me suis parfois fait cette réflexion. De se mettre nos propres limites pour garder aussi d'autres amitiés en dehors de ça. Ouais. Dans la même manière, c'est chaud de dire je vais pas bien mais je vais pas en parler parce que il y a d'autres gens à qui j'en parle. Ça voudrait dire je considère pas comme mon cercle le plus proche ou comme les personnes à qui j'ai envie d'en parler. Ouais, mais tu vois, moi, cet ami-là, il m'a raconté ça, et je faisais pas partie de ces 3 personnes. Ouais, mais ça demande d'être mature quand même pour entendre en le prenant pas personnellement. Oui, mais en même temps, ça veut aussi dire que la personne, elle cherche peut-être à préserver notre amitié d'une autre manière. De ça. Et que, oui, ça demande un peu de maturité de se dire, bah, il y a d'autres gens qui sont plus aptes plus disponibles pour lui, pour elle, et voilà. Mais c'est sûr, ça demande un peu de maturité, mais ça demande à prendre du recul sur, en fait, si c'est vraiment ton ami, tu veux ce qu'il y a de mieux. Le gros cliché. Non, c'est vrai. Bah, de toute façon, tu peux pas forcer quelqu'un à te dire des trucs qu'il a pas envie de te dire. C'est ça. Ouais. Et c'est dur de savoir, c'est un truc que, franchement, j'ai du mal à savoir quand est-ce qu'il faut creuser, quand est-ce qu'il faut pas creuser.
parce que tu sais qu'il y a des gens, et j'en fais partie, il faut creuser pour qu'ils s'ouvrent un petit peu. Il y a des gens, donc on n'est pas forcément dans le cercle de vulnérabilité le plus proche. Ouais. Et il y a des gens où je sais qu'il y a besoin de creuser pour qu'ils s'ouvrent, mais ils attendent que tu creuses. Et il y a des gens qui n'attendent pas que tu creuses, ils ont pas envie. Comment savoir, tu vois? Bah, en fait, moi, je pense qu'il faut poser la question. Enfin, ça me fait rire parce Non, que mais je oui. dis ça en mode, ça, je le dis comme si c'était facile pour moi et que oui, bah, moi, je suis Est-ce très que tu veux ouverte. que j'insiste fortement sur cette question pour que tu t'ouvres? Ou pas? Enfin, tu Ouais, vois comment est-ce tu que demandes tu te ça? sens, est-ce que tu veux qu'on en parle ou pas? Ouais. C'est difficile comme question à poser, mais en fait, je pense que pour vivre des amitiés libres, belles et encourageantes, il faut qu'on communique de plus en plus. Et après, c'est vrai qu'il y a des gens qui n'auront pas la liberté de répondre la première fois que tu leur poses la question, donc peut-être ils vont mentir. Soit ils vont te dire oui, soit ils vont te dire non alors qu'ils aimeraient bien l'inverse. Mais peut-être que le fait que tu leur poses la question de temps en temps, ça va les aider à après assumer. Ou même de dire ah, c'est vrai que j'en parle jamais de ça avec telle personne et du coup ça va les faire réfléchir. Ouais. Donc la question suivante, c'est les pires choses à dire ou faire quand on veut prendre soin de nos amis qui vivent des choses difficiles. Alors je pense que là, on n'est vraiment pas égaux face aux trucs qui peuvent nous blesser le plus. En effet. Parce qu'on a tous notre histoire et on a nos modes de fonctionnement. Moi, un des trucs que je trouve très très difficile quand je partage ma souffrance ou un truc difficile que je vis, c'est quand la réponse de l'autre est simpliste. Pas simple, mais simpliste. Réducteur. La personne n'a pas vraiment compris ce que j'essaye de dire. Et ce qui m'aide vraiment beaucoup, c'est quand les gens posent des questions pour comprendre mon point de vue. Je me sens tellement honorée dans ça. Je me sens écoutée, entendue. Donc je dirais que ne pas poser de questions ou dire des trucs bateaux, plats. Comme chez les chrétiens, ça peut être ah mais Dieu s'en occupe et ça c'est vrai hein, mais c'est bateau. Mais t'as pas forcément. Il y a un moment peut-être pour le dire, mais en mode non chrétien, ce serait le temps guérit tout, ça va passer. Et ouais, bah c'est vrai, ça c'est vrai, c'est pareil, il y a beaucoup de choses qui passent dans la vie. Mais quand t'es dans le dur et quand t'es dans la galère, bah en fait, il y a une manière de le dire et il y a un temps pour le dire. Parce qu'il y a une manière de dire ça va passer, genre pourquoi t'en fais des caisses. Il y a une manière de dire ça va passer, tu peux avoir de l'espérance alors que t'es dans la souffrance. Et c'est deux positionnements complètement différents. Parce qu'il y a le ça va passer qui délégitime ta souffrance actuelle. Et celui que tu dis qui est dans l'espérance et qui entend la situation à laquelle tu es. Ouais, moi je dirais que alors c'est très compliqué à faire, mais ça va un peu dans la suite des phrases bateau. C'est ne pas savoir dire des choses difficiles à dire à ton ami dans cette situation. Un ami qui va toujours dans mon sens dans les moments compliqués alors que j'ai pas forcément raison dans ces moments-là. Si je reprends l'exemple d'une rupture, si je suis dans une rupture que je fais des bêtises, que je recontacte, que je m'accroche, ou que tu médis, ou que je médis, ou que je prépare la vengeance ou tout ça, un ami qui essaie pas me dire stop, j'entends ta souffrance et je la comprends, cependant c'est pas juste ce que tu fais. Et ta souffrance ne justifie pas tout. Mais vraiment je pleure avec toi et je comprends ce que tu vis, mais c'est pas juste et ça ne t'aide pas en plus. Donc je pense que c'est dur à faire, hein, franchement. En fait ça demande aussi un certain niveau de vulnérabilité avec cet ami, parce que ça je peux l'entendre. Moi si j'étais dans cette situation de faire des mauvais choix face à ma souffrance, je l'entendrais de certains amis, mais de certains autres amis avec qui j'ai un cercle de vulnérabilité plus éloigné, je l'entendrai moins. Ouais, bien sûr. Donc ça demande un jugement et de savoir si toi t'es un ami pas assez proche, de peut-être dire à un ami que tu connais plus proche de cette personne, faudrait que peut-être t'ailles discuter avec elle.
Et en même temps, tu peux le faire que si tu t'es assis dans la souffrance de l'autre. Exactement. C'est un peu, tu peux gagner le droit de parler que si tu t'es collé à la souffrance. Ouais. Des fois, c'est ça, on n'a pas gagné le droit de parler à l'autre. Et il y a un certain timing aussi. Oui. Tu sanglotes? Laisse-moi te dire combien tu te trompes. Et combien tu fais des mauvais choix dans ta souffrance. Ouais, super. Mais et puis ça demande de la sagesse et de l'amour. Mais et ça demande aussi de connaître l'amitié en face de toi. Ouais. Et en échange, ça renforce l'amitié, je trouve. Ouais. De savoir que t'as un ami qui en fait est honnête envers toi. Ouais. Et que tu sais qu'en retour tu peux te travailler. Ouais. C'est sécurisant d'avoir des gens qui peuvent voir dans nos angles morts. C'est même dans la souffrance. Ouais. Je dirais une chose pire à faire, ça peut aussi être de faire du commérage. Et moi, je vois, il y a des situations où il y a des amis qui font des mauvais choix à cause de leur souffrance. Et j'ai vraiment envie d'être leurs alliés, mais en protégeant leur confiance, les choses qu'ils m'ont confiées et tout ça. Et des fois, ça met dans des positions difficiles parce que si t'es dans un groupe d'amis et ça parle sur cet ami et les gens ils comprennent pas forcément parce qu'ils ont pas le contexte. Toi, t'as les éléments de contexte. Tu veux pas les donner parce que tu veux respecter. Ouais. Et du coup, il y a un peu un truc de t'es l'allié, celui qui encourage, qui protège, mais mais c'est pas forcément un bon exemple faire des mauvais choix. Mais je pense par exemple à des problèmes médicaux. En fait, il y a une confidentialité qui vient quand quelqu'un te partage des problèmes médicaux et tu peux pas les raconter à plein de gens. Pareil, les ruptures amoureuses et tout, si t'as été bénéficiaire d'entendre qu'est-ce qui s'est passé dans la rupture, en fait, c'est pas à toi de le raconter aux autres. Et du coup, c'est vraiment protéger la confidentialité, préserver le secret, pas le secret, mais préserver les informations qui concernent ton ami. Ton ami pourra les dire s'il a envie de les dire quand il voudra, mais toi, tu te tais. Oui, parce que c'est pas ton rôle. Et peut-être tu peux juste dire aux gens qui se posent des questions, genre vous savez pas tout, vous avez peut-être pas compris la perspective, mais moi je vous dirai rien quoi. Allez parler directement à l'intéressé. Ma phrase c'est après on sait pas tout. Hein. Je m'inclus pas dedans. On sait pas tout. C'est une très bonne phrase ça, je note. Mais ouais non c'est vrai. Et parce que c'est souvent des dommages collatéraux tout ça. Et c'est de la souffrance qui a pas besoin en plus. Ouais, c'est clair. Je pense que ça va avec les choses à faire, mais c'est vraiment la consistance et la persévérance. Surtout quand t'es dans les premiers cercles. Toujours dans la limite de ce que tu peux supporter, ce que tu peux donner pour encourager. Mais j'avais entendu une amie qui disait que dans le deuil et tout, les gens ils étaient là pour les premières semaines. Et au bout d'un moment, faudra bien que tu passes à autre chose. C'est un petit peu le discours que tu peux entendre. Et de juste aussi je pense par rapport au deuil ou aux événements forts de la vie qui sont difficiles, moi j'ai commencé à marquer dans mon agenda en fait des anniversaires importants, tristes, des anniversaires tristes et importants pour pouvoir être particulièrement vigilante chaque année à cette époque-là. Et ça c'est important. En fait je me dis ça renvoie tellement l'image à nos amis qu'on les voit, qu'on est là, qu'on est disponible, et si on peut juste leur envoyer un message en voyant arriver une date d'anniversaire triste. Ouais, mais en fait, je suis totalement d'accord. Mais dans la pratique, moi, je sais que j'ai peur de rappeler la chose à la personne si jamais elle est surprise. Après, si c'est l'anniversaire d'un décès et tout, je pense qu'il y a très peu de chances qu'on ne s'en rappelle pas. Qu'on ne s'en rappelle pas. Mais, non, mais je sais que ou de me dire, si je lui envoie un message maintenant et que tu vois, elle s'en rappelle, mais qu'elle est pas triste, et que je lui envoie un message en lui disant, j'espère que ça va, j'espère qu'elle va pas culpabiliser de pas être triste en se disant, je devrais peut-être être triste. Tu vois? Oui, mais après, non, mais moi, je vais peut-être trop loin aussi, tu vois. Non, mais après, tu peux, c'est intéressant ce que tu dis, ce serait tout à fait le genre de pensée que j'ai. Mais après, tu peux envoyer un message en disant, j'ai vu que c'était telle date, juste je suis là si t'as besoin. Je suis là ou comme t'as besoin. Voilà, et juste de dire à l'autre, de tendre la main vers l'autre, c'est tout. Après,
T'es pas obligé que ce soit une main chargée de tristesse ou chargée d'une émotion particulière. Juste on va boire un café. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'on se dit que les gens, ça va les attrister. Alors qu'en fait, je pense que la plupart du temps, quand on prend le temps de faire cette démarche, même si peut-être ça nous attriste parce que ça nous rappelle un truc qui était peut-être un peu au fond de notre cerveau à l'instant T, ça va surtout les encourager. Et ouais, ça manque la consistance, que même si c'est dans 2 semaines qu'il est pas bien alors que ça n'a rien à voir avec la date. Il va aussi pouvoir te contacter dans 2 semaines parce que t'as montré que t'étais... Ouais. J'ai eu une grosse discussion récemment où on parlait de 2 styles relationnels différents quand t'as un problème. C'est un petit problème, donc c'est pas un moment très difficile. Et t'expliques ton petit problème à quelqu'un. Il y a 2 solutions. C'était un couple qui me parlait de ça. Et dans ce couple, il disait que en gros, le mari, il a besoin, quand il raconte quelque chose de vulnérable, de difficile qu'il rencontre, il a besoin qu'on dise « j'entends, merci pour ta vulnérabilité, merci de ta confiance, point ». Et la femme a besoin, elle a besoin d'aide pour détricoter, elle a besoin qu'on pose des questions pour comprendre et tout ça. Et bon, c'est super dans le couple, je dis c'est super, mais genre ça crée forcément des questions. Et en fait, bah c'est vrai dans la vie hors du couple, quoi, que t'as besoin vraiment de savoir comment ton ami il a besoin d'être encouragé. Et ça, tu peux pas le savoir si t'en as pas parlé. Et vraiment, ça c'est important dans la situation de souffrance. Si on voit que la réaction régulière de nos amis ne nous convient pas, et il faut, quand il y a peut-être un peu moins de souffrance, revenir dessus et dire en fait ça m'aide pas quand tu dis ça, et si tu es capable, est-ce que tu pourrais plutôt faire ça? Et après c'est aussi à nous d'accepter qu'on répond pas de la bonne manière, de manière intuitive, et que c'est pas inné en fait de la compréhension des gens, et qu'on a besoin de décodage. Et donc c'est mettre son envie un peu de côté, se dire toutes ces fois là je t'ai pas dit police. Mais du coup, poser par exemple sur le truc quand quelqu'un veut te raconter une situation difficile, il faudrait poser la question de dire est-ce que là on fait du résolution de problème ou est-ce que t'as besoin juste d'être écouté, et juste dire ça, déjà la personne elle va voir que tu veux vraiment être sur son niveau à lui ou à elle, que tu veux vraiment prendre soin, et ça va vraiment déjà l'encourager, et puis toi ça va juste te permettre de savoir, de t'aider peut-être à savoir qu'est-ce qu'il faut faire, et peut-être à lutter contre ton style naturel si tu y arrives. Parce que si par exemple la personne a juste besoin d'écoute et que tu te mets à lui raconter toutes tes idées de solutions, des fois ça fait vraiment pas moi plaisir. ça m'énerve très fort. Je me sens pas du tout comprise en fait quand quelqu'un fait ça. Et des fois tu te sens vraiment que la personne s'approprie l'histoire, la retourne pour elle. Alors que c'est peut-être pas du tout l'intention forcément, mais des fois oui, mais pas forcément. Mais c'est vrai que c'est très important, et que c'est pas grave si c'est pas inné, enfin si on comprend pas la personne, enfin, et c'est normal d'avoir besoin des mots pour dire t'attends quoi là de cette discussion, et peut-être qu'on est un peu trop pudique pour dire ça, et qu'on veut faire genre que non, nos amis on les connaît trop bien, on sait comment ils marchent, si on les connaît quand même, mais et puis ça change au cours des ça change au cours des problèmes, ou dans l'étape dans le deuil, au début il va avoir besoin d'écoute, puis 2 semaines après il va avoir besoin de résolution, ou inversement, enfin bref. Et même tout au long de notre vie, en fonction de comment on grandit, on change, nos besoins sont pas les mêmes. Ça rend les choses intéressantes. On passe à la dernière question. Du coup, on va conclure cet épisode. Elsa, c'est quoi tes 2 centimes sur le sujet d'être amie dans les moments difficiles? Moi, je dirais être amie dans les moments difficiles, c'est être là, respecter ton ami pour qui il est, pour ce qu'il vit, être plein de grâce et de compassion, accepter qu'on n'est pas parfait, qu'on n'a pas la réponse à tout, et qu'on a besoin de l'autre pour savoir comment l'aider. C'est beau. J'ai un peu pris toutes les questions, mais c'est un beau mix. Moi, je dirais que peut-être tout ce qu'on a dit, ça peut nous faire croire qu'il faudrait qu'on change de personnalité pour pouvoir aider nos amis. Mais en fait, nos amis, ils ont besoin de nous. Pas de nous
Pas de nous les psychologues. Ou pas de nous avec 3 facettes différentes Ouais. et une différente manière d'être parce qu'on est dans la comparaison et qu'on pense que telle personne est vraiment une superstar pour accompagner dans la souffrance. Mais je pense qu'on peut avoir la liberté d'être nous-mêmes. Et c'est important parce que nos amis ont besoin de nous. Et on doit progresser, on veut être, comme tu disais et tout, mais je pense que c'est important qu'on se rappelle, en fait, ils ont besoin que je sois présent. Donc, que moi, je sois présente. Les amis de job, ils ont réussi à se taire pendant 7 jours et 7 nuits, et puis après, ils ont parlé. Mais ils ont parlé avec qui ils étaient, avec leur personnalité. Et ils ont dû s'asseoir dans le silence avec qui ils étaient et avec leur personnalité aussi. J'imagine qu'ils avaient chacun une présence différente, en fait, dans ce silence. Et nous, c'est pareil. Et du coup, ça veut pas dire qu'on est hyper orgueilleux de se dire, c'est vraiment, que moi, je sois là dans la souffrance, ça va les aider. Mais je pense que moi, ça me libère de me dire, en fait, ils n'ont pas besoin que je sois toi, Elsa. Ils ont besoin que je sois moi, Sophie. Et même si toi, je trouve que c'est trop ouf comment t'accompagnes les gens dans la souffrance, en fait, moi, ils ont besoin de moi. Et peut-être que s'ils te connaissent, ils auront quelqu'un d'autre qui te ressemble plus dans ton style et tout. Ça enlève une pression. Enfin, on peut souvent se donner une pression en me disant mon ami est dans la souffrance là. Les gens, ils sont en train de voir qu'il est dans la souffrance et que c'est mon ami qui est dans la souffrance et que j'ai un rôle à jouer dans ça. Et que si est toujours dans la souffrance, c'est peut-être que je pense, c'est bon. Mais en fait, il faut se décharger de notre rôle d'ami psychologue qui a réponse à tout, sauveur. En fait, on est juste là en tant que nous. Avec nos petits outils. Mais c'est Dieu qui fait le plus gros. Et ils ont besoin qu'on soit là. Du coup, si le fait de se mettre la pression, ça nous fait fuir, il faut qu'on arrête parce qu'ils ont besoin qu'on soit là. Donc, et en fait, je crois que ce qu'on entend dans l'épisode, c'est qu'il y a peu de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à ne pas dire. Mais il y a peu de choses à dire, il n'y a pas de recette miracle. Par contre, il faut qu'on arrive à traverser l'inconfort du silence, des questions, de la colère, toutes les choses qu'il y a dans la souffrance, quoi. C'est pas confortable. C'est ça qu'on a envie de fuir. Très bien, Elsa, merci pour cet épisode. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis très reconnaissante d'avoir pu échanger sur ce sujet. J'espère que ça vous a interpellé et on a hâte d'entendre vos retours, soit par mail, soit sur Instagram. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager. On est très reconnaissant pour vous qui nous avez écoutés tout au long de l'année 2022. On a vu que plus en plus de gens écoutaient le podcast et ça nous encourage à continuer à proposer des conversations de qualité avec du son de mieux en mieux. Et on grandit dans notre expertise de podcasteuse. Donc on est reconnaissant pour vos écoutes et on vous souhaite une très belle fin d'année. Et on se retrouve en 2023 pour continuer de discuter sur nos vies intérieures, nos relations, nos vies émotionnelles et affectives et Dieu dans tout ça. À l'année prochaine.